Bienvenue sur Tiki Academy, le podcast où l'on interviewe des freelances afin qu'ils vous partagent leur parcours et conseils pour réussir et s'épanouir en tant qu'indépendant. Je m'appelle Maxime Gadras et je suis le cofondateur de Tiki, l'application d'aide à la gestion de l'activité freelance. Aujourd'hui, je vais interviewer Marine qui a la particularité de cumuler un emploi salarié et une activité d'indépendante. Nous allons aborder les raisons de ce double emploi, mais également ses méthodes d'organisation pour réussir à concilier l'ensemble. C'est vrai que non, quand on cumule les deux, c'est vrai que c'est double temps, donc il faut aussi savoir sacrifier quelque chose, mais c'est pas évident. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de vous inscrire sur le site tiki-academy.fr pour avoir accès à du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Bonne écoute! Bonjour Marine et bienvenue sur le podcast de Tiki Academy. Bonjour Maxime. Alors merci d'avoir accepté mon invitation pour ce deuxième épisode du podcast. J'ai tenu à t'inviter parce que je sais que tu es dans une situation un peu particulière. Tu es à la fois salarié et freelance en même temps, c'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. J'occupe les deux postes. Je suis à la fois salariée dans une agence de communication et freelance, donc à mon compte en illustration beaucoup et graphisme aussi. Et dans ton agence, tu exerces le même métier qu'en tant qu'indépendante, du graphisme, ou ça diffère complètement ? Oui, en fait, oui, dans l'agence, je suis illustratrice principalement et je suis aussi graphiste. Donc effectivement, j'ai la même casquette en étant salariée et en étant freelance. Après, ce qui va varier, c'est les projets et les clients. D'accord. Et ça fait longtemps que tu occupes ce double emploi salarié-indépendante ? Ça va faire un peu plus d'un an. Je suis arrivée dans l'agence oui, c'est ça, en juillet 2019, quand j'ai emménagé à Paris. Et j'ai choisi de garder mon statut de freelance en parallèle. D'accord, donc tu étais initialement freelance et tu as ensuite pris la décision de prendre ce job en tant que salarié, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, avant d'arriver à Paris, donc il y a un an, j'étais à Marseille et à Marseille, j'étais freelance uniquement, donc freelance toujours en illustration et en graphisme. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu l'opportunité d'être salariée et je me suis dit que c'était une bonne idée, on va dire, d'être salariée à Paris et peut-être plus rassurant dans cette ville. Donc j'ai accepté d'être salariée, mais à la condition de pouvoir rester freelance à côté pour faire des projets qui me touchent et qui peut-être me parlent davantage. D'accord, et quand tu dis que c'était une bonne idée d'avoir cet emploi salarié en arrivant sur Paris, t'entends par là peut-être pour rencontrer des gens ou au niveau du salaire, c'était quoi les raisons finalement ? Oui, alors il y avait une question de salaire. En fait, pour rien te cacher, c'est vrai que le coût de la vie à Marseille n'est pas du tout le même que le coût de la vie à Paris. Et disons que je trouvais ça plus sûr d'avoir un salariat à Paris et d'avoir effectivement un revenu qui soit fixe tous les mois. Alors qu'à Marseille, c'est vrai que j'avais peut-être un peu plus de liberté à ce niveau-là. Le coût de la vie était beaucoup moins élevé qu'à Paris. Et donc être freelance, ça m'allait plus et cette liberté m'allait très bien à Marseille. À Paris, c'est vrai que je me disais que c'était plus confortable et peut-être plus sûr d'avoir un salariat, quoi. Ok, alors là, bon, peut-être une question un peu personnelle, arrête-moi si c'est le cas, mais pourquoi ce changement de ville, Marseille-Paris? C'était pour une question d'évolution de carrière, peut-être pour avoir une autre typologie de projet, de clients, ou ça avait rien à voir? Non, c'est pas du personnel. Alors en fait, c'est effectivement c'est pour des raisons personnelles effectivement que j'ai changé de ville. J'ai suivi mon copain qui est monté à Paris, lui pour sa thèse dans le domaine scientifique et donc je suis venue avec lui et oui, c'est pour ça que je me suis retrouvée dans la capitale. Après, c'est vrai que c'était aussi une bonne opportunité de tester le salariat. C'est vrai que à Marseille, je pense que je l'aurais pas forcément fait. Donc professionnellement, c'était une bonne occasion aussi. Ok, donc si je comprends bien, le rythme de vie à Marseille se prête beaucoup plus au freelancing qu'au salariat, en tout cas par rapport à Paris, c'est ça? Oui, disons que à Marseille, j'aimais bien avoir un peu plus de liberté pour pouvoir m'évader plus facilement au bord de la mer, c'est vrai. À Paris, c'est vrai qu'il y a plus ce côté un peu boulot, métro et sortie, mais il y a pas la mer pour s'évader, donc c'est vrai que Marseille, c'était mieux pour le freelance. C'est vrai que je te confirme que les bords de Seine, c'est pas vraiment équivalent à la mer Méditerranée, même si bon, il y a quand même de très bons aspects. Euh, et donc par rapport à ton arrivée sur Paris, donc tu as décroché un CDI. Est-ce que ton employeur était au courant que tu étais freelance ou est-ce que tu lui as appris après? Comment ça s'est passé ça?
Alors, donc pour t'expliquer un peu l'histoire, quand j'ai su que j'allais monter à Paris, je savais pas exactement à ce moment-là si je gardais mon freelance ou si je cherchais un travail. Et par curiosité, j'ai sur Malte, donc la plateforme pour les freelances, je me suis inscrite en étant à Paris. Et le premier coup de fil que j'ai reçu, c'est l'agence dans laquelle je suis qui m'a appelé pour me proposer des projets en illustration. Au début, c'était juste du freelance et je leur ai expliqué que dans 2 mois, j'arrivais à Paris et voilà, je pourrais venir les rencontrer. Et en fait, la directrice s'est dit, mais très bonne idée. On va tester à distance pendant un temps et si ça se passe bien, quand tu arrives à Paris, on pourra commencer le contrat. Donc effectivement, mes employeurs étaient totalement au courant que j'étais freelance au début et la condition aussi pour que je puisse, que j'accepte le salariat, c'était que je puisse garder mon statut de freelance en parallèle. Donc elles sont au courant aujourd'hui que je continue à faire des petits projets à côté de mes heures de travail à l'agence. Ok, donc super intéressant ce que tu nous dis. Donc pour nos auditeurs, écoutez, sachez que vous pouvez trouver un CDI via la plateforme Malte, plateforme de freelancing. Oui. Et donc ils étaient au courant dès le début en fait, et donc ce sont eux qui ont favorisé ton embauche en CDI dans leur agence. Oui, 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 c'est important. D'accord. Et concernant les clauses de ton contrat, j'imagine qu'ils ont imposé des clauses particulières, des limites à ton activité de freelance. Je pense notamment à une clause de non-concurrence ou des choses un peu comme ça. Oui, alors la clause en fait principale, c'est que je dois pas avoir des clients ou des projets qui pourraient être ceux de l'agence. Après, l'agence travaille avec des grands comptes et donc des projets qui sont assez importants. C'est pas des projets que j'aurais fait en freelance. C'est pas, on va dire que c'est pas les mêmes types de clients, donc c'est ça la clause principale, c'est de pas faire de la concurrence directe à l'agence. Et ça, à ce niveau-là, ça va, ça marche plutôt bien. Ok, parce que toi, quelle typologie de client tu as en tant que freelance? En freelance, pour l'instant, j'ai travaillé avec des maisons d'édition, de l'office du tourisme, après des particuliers qui se lancent ou certains magazines pour l'illustration. Mais c'est vrai qu'on vient surtout me chercher pour de l'illustration et parfois de l'édition avec des maisons d'édition, effectivement. C'est pas exactement les mêmes clients qu'on peut retrouver à l'agence, ouais. Ouais, j'imagine qu'à l'agence, ça doit être des très gros clients, des groupes, des typologies un peu comme ça de clients, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est plutôt des gros groupes, donc on peut avoir des projets qui sont plus importants. Ça peut être du motion design, des grosses plaquettes, des rapports RSE, de l'infographie. Donc c'est pas exactement mon cœur de métier en tant que freelance. Et pour en revenir à à ces typologies de projets que tu as, toi, tu es à plein temps à l'agence, c'est ça? Oui, c'est ça. Je fais mes 35 heures par semaine. 35 heures par semaine, ok. Et comment tu fais pour gérer les demandes de tes clients dans ton travail à plein temps, les demandes de tes clients en tant qu'indépendante, avoir le temps avec tout ça de caler ta vie personnelle, c'est quoi la recette en fait? Comment on fait pour s'en sortir? Honnêtement, je pense que j'ai pas vraiment une recette ou une recette secrète. Ouais, c'est au début c'était assez compliqué, c'est vrai. J'ai Au tout début du salariat, j'ai beaucoup travaillé le soir pour mes clients, donc ça. Par exemple, mon copain n'était pas forcément content de me voir travailler jusqu'à minuit ou tous les week-ends. Donc j'ai aussi levé le pied au niveau du freelance. C'est peut-être aussi ça un peu le secret, c'est de savoir aussi sélectionner les projets qui nous plaisent vraiment et qui nous parlent vraiment. Et donc à ce niveau-là, c'est vrai que je faisais mes 7 heures par jour au travail et quand je rentrais, j'essayais d'organiser mon temps un peu moitié-moitié vie perso, moitié-moitié vie freelance. Mais c'est vrai que non, quand on cumule les deux, c'est vrai que c'est double temps. Donc il faut aussi savoir sacrifier quelque chose, mais c'est pas Je évident, peux je comprendre, dois ouais. le reconnaître. Après, on s'arrange comme on peut répondre entre midi et deux à un mail, faire deux trois petites choses et repartir sur le salariat, mais c'est vrai qu'il faut savoir jongler entre les deux.
J'imagine. Après, je soupçonne que l'activité que tu fais en tant qu'indépendante, et c'est vrai qu'on le voit souvent dans ce type de métier un petit peu artistique, créatif, comme les graphistes, c'est une passion pour toi. Enfin, j'imagine en tout cas. Je pense qu'on fait pas ça si c'est pas quelque chose par lequel on est vraiment passionné. Oui, exactement, c'est pour ça que je te disais, maintenant, je prends vraiment des projets qui me parlent et que j'ai vraiment envie de réaliser. Si c'était juste un projet comme ça ou ça me tente moins juste pour dire que je l'ai fait ou une question financière, non, ça m'intéresse pas. J'ai vraiment envie maintenant de faire des projets qui me plaisent et où enfin, voilà, j'ai vraiment envie de le faire, quoi. C'est des projets qui me parlent maintenant et c'est plus juste des projets euh, d'une question, ouais, d'un point de vue financier. C'est un avantage d'avoir ce double emploi, puisque finalement la majorité, même, voire tous les freelances, ont à se préoccuper du salaire qui se verse à la fin du mois. Toi, c'est quelque chose que tu n'as pas à te préoccuper puisque tu as ton salaire d'emploi en CDI, donc tu peux te faire plaisir avec les projets qui te plaisent vraiment et qui te font vibrer. Et donc ça, c'est un vrai avantage à ta situation. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, c'est vrai que maintenant que j'ai fait ce choix, tu vois, de garder que des projets qui me plaisent, j'en profite, enfin, j'apprécie davantage mon statut de freelance en parallèle de mon statut de salarié, parce que je choisis les choses qui me passionnent, et après, peut-être que les projets que j'aurais peut-être moins eu envie de faire ou quoi, bon, voilà, c'est peut-être, je vais pas dire que j'aime pas le travail que je fais à l'agence, mais c'est des projets que je peux peut-être retrouver plus à l'agence. Maintenant, je fais vraiment de l'illustration qui me plaît dans mon style quand je fais du freelance. Ouais. Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque tu retrouves des projets qui sont quand même similaires, que tu sois à l'agence ou en tant que freelance. Euh, Est-ce que ton emploi salarié t'a aidé ou t'a influencé sur la tarification de tes projets en tant qu'indépendante? Je m'explique, en agence ils te vendent plus cher, puisqu'il y a plus de moyens et que ce sont des plus gros projets. Est-ce que tu as essayé de te caler sur ces tarifs pratiqués, bon, bien évidemment proportionnellement, ou est-ce que toi tu avais déjà tes tarifs avant d'arriver sur Paris et tu les as conservés? Euh, à vrai dire, non, j'ai conservé les tarifs que je faisais avant parce que, comme je te disais, l'agence, enfin, effectivement, t'as raison, l'agence, c'est des plus gros projets, c'est des tarifs qui sont plus élevés, c'est pas forcément des tarifs que je pourrais appliquer aux clients avec lesquels je travaille, parce que oui, c'est pas du tout la même typologie de clients, donc je me verrais pas forcément appliquer les tarifs que l'agence peut appliquer aux grands comptes. Donc c'est bon, enfin tu vois, ça m'a permis de découvrir ce côté-là de l'agence et d'apprendre les tarifs qu'une agence peut faire, mais c'est pas des tarifs que je me vois appliquer en tous les cas. Donc j'ai gardé les miens. D'accord. Alors maintenant, on va laisser un petit peu de côté l'aspect salariat de ton activité. Je vais te poser une question qui est purement freelance. Comment tu as trouvé tes premiers clients? Tout à l'heure, on a parlé de Malte, ton agence actuelle, tu as trouvé via Malte. Est-ce que tu as eu d'autres plateformes sur lesquelles tu t'es inscrite au démarrage? Est-ce que tu as un portfolio? Comment ça s'est passé? Alors au tout début en fait, j'ai contacté une maison d'édition qui est à côté de chez moi, donc à l'origine je viens des Deux-Sèvres, donc c'est une maison d'édition qui est dans les Deux-Sèvres. Je les avais contactés parce que je connaissais certains auteurs et j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Et ils ont accepté qu'on travaille ensemble. Donc mon tout premier client, je l'ai démarché. Et après, je me suis inscrite sur Malte parce que c'est vrai qu'au départ, je connaissais pas. Et via Malte, j'ai beaucoup de clients qui sont venus de là. Voilà. Et après aussi, en parallèle, je travaillais avec une association qui est une association à Marseille qui travaille autour du numérique et du design. Donc c'est aussi des projets que je faisais régulièrement avec eux en freelance. Donc mes deux premiers clients, on va dire, donc la maison d'édition et l'association, c'est moi qui les ai démarchés. Et après c'est Malte qui m'a permis de trouver de nouveaux clients voilà, pour continuer mon activité de freelance. D'accord, bah, effectivement, je pense que c'est la bonne démarche que tu as adoptée d'aller prospecter tes premiers clients. Après, tant mieux si les plateformes telles que Malte te permettent d'obtenir d'autres contacts, mais je pense que c'est vraiment la démarche à adopter quand on débute en tant que freelance, de prendre son portfolio, son CV et d'aller toquer aux portes des entreprises avec lesquelles on aimerait travailler. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait la différence quand on est dans une démarche de prospection, de montrer
aux entreprises qu'on contacte qu'on a vraiment envie de travailler avec eux parce que derrière il y a une vision, il y a un projet, que ça va nous permettre de nous enrichir professionnellement et que le but premier n'est pas forcément de faire du chiffre d'affaires. Ouais. Mais je pense que quand on est freelance au début, il faut pas avoir peur de démarcher. Ça viendra pas tout seul, donc il faut savoir aussi aller chercher les clients et les clients avec qui on a envie de travailler. Et petite question concernant tes clients, aujourd'hui tu as des clients fidèles avec qui tu travailles régulièrement en dehors de la plateforme ou finalement tu restes sur la plateforme Malte pour contacter et travailler avec tes clients? Alors j'ai gardé Malte, donc il y a des fois on me sollicite et comme je te disais, je prends pas tous les projets. Donc j'ai gardé Malte aussi, mais c'est vrai que j'ai aussi gardé deux, trois clients avec qui je travaille régulièrement, donc notamment la maison d'édition, un magazine et l'office du tourisme de ma ville d'origine. Donc c'est les trois clients de mon freelance que j'ai conservés. Et après j'utilise toujours Malte effectivement en parallèle. D'accord. Et là, je vais parler un petit peu promotion. Comment tu fais pour promouvoir tes services autres que via Malte? Est-ce que tu as donc du coup ton portfolio? Est-ce qu'il y a du bouche à oreille? Comment ça se passe? Comment les clients te trouvent aujourd'hui en dehors de la plateforme? Alors effectivement, j'ai mon propre site internet que j'alimente régulièrement avec les projets, les nouveaux projets. Après, j'ai une page Instagram. J'essaie de l'alimenter, mais c'est vrai que je pourrais peut-être un peu travailler dessus. Donc ça, c'est dans mes futurs projets, c'est d'essayer d'être meilleure sur les réseaux sociaux. Et après, c'est vrai que j'ai beaucoup le bouche à oreille, notamment dans ma ville d'origine où j'ai fait plusieurs projets avec plusieurs personnes via le bouche à oreille. C'est vrai que ça marche assez bien. Ok, oui, super important, les réseaux sociaux à développer quand on va avoir de la visibilité. Petite question pour les gens qui nous écoutent, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Comment tu l'as fait, ton portfolio aujourd'hui? C'est un site internet. Est-ce que tu l'as développé avec une solution clé en main type WordPress ou Wix, ou est-ce que tu es passé par quelqu'un pour le faire développer? T'as fait comment? Mon portfolio, oula, il est passé par plein d'étapes. Au tout début, mon tout premier portfolio, je l'avais fait sur Muse, un logiciel Adobe, mais qui n'existe plus. Et maintenant, je suis passée via WordPress. En fait, j'ai acheté un template et je l'ai remasterisé un peu à ma sauce. Donc, il a fallu mettre les mains dans le cambouis à base de tutos, de conseils sur Internet, mais avec un peu de patience, on y arrive. Et donc, ouais, voilà, maintenant je suis sur WordPress. Mais j'ai acheté mon nom de domaine il y a ouais, presque 10 ans maintenant. Ah oui, en effet, ça fait un moment. Et j'ai vu sur ton site internet que tu avais une boutique Etsy sur laquelle tu vendais tes créations. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors ça aussi, il faudrait que je le développe davantage. Mais c'est vrai que je me suis lancée dans l'aventure Etsy parce que plusieurs fois on m'avait fait la remarque et la demande de savoir si je vendais mes illustrations. Donc j'ai décidé d'en faire certains exemplaires, notamment sous forme de cartes postales. Donc je me suis lancée effectivement sur Etsy. J'ai fait imprimer certaines de mes illustrations et j'essaie de partager ça via cette plateforme-là. Pour l'instant, je te disais, c'est pas encore développé parce que ça prend du temps et pareil, je rebondis sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est sûrement via les réseaux sociaux que je pourrais la faire connaître davantage. Donc il y a un peu de travail, mais c'est dans mes projets de 2021, on va dire, de développer davantage cette boutique. Mais écoute, là pour l'instant, elle fait son petit bonhomme de chemin un peu toute seule. Je l'alimente régulièrement et voilà, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir parfois qu'il y a quelques achats par mois comme ça de personnes qui ont ta petite illustration qui arrive chez eux. C'est toujours agréable. Ah, c'est sûr que ça fait plaisir de voir que ton travail est apprécié et que les gens te récompensent en achetant ce que tu fais. Et tu as des partenariats avec des imprimeurs ou des acteurs comme ça? Je vois que tu vends des cartes postales. Alors, j'ai pas forcément de partenariat. J'imprime via un site internet. Je sais pas si je peux dire le nom, mais voilà. Donc je passe par eux. Oui, oui, tu peux. Ouais, voilà, j'imprime via Pixar Printing parce que je trouve qu'ils ont des bons papiers et effectivement un bon rapport qualité-prix aussi. Leur qualité d'impression est assez jolie, donc je passe par eux. Enfin, pour l'instant, en tous les cas, je passe par eux et je suis assez contente du résultat. Donc voilà, je suis pas vraiment partenariat avec eux, mais s'ils m'entendent, je suis là. Bon, Pixart Printing, si vous nous écoutez, vous savez quoi faire.
Et concernant ton activité, une dernière question, quels sont les outils que tu utilises au quotidien pour faire tes factures, tes devis, gérer ta prospection? Déjà, est-ce que tu utilises des outils et si oui, lesquels? Alors j'utilise le bon vieux Excel, donc j'ai plein de tableaux. C'est pas forcément le plus simple pour se retrouver. Et pour mes devis, je les fais un peu à la main sur InDesign. Donc pareil, on va dire que c'est un peu le chantier. Mais c'est vrai que récemment, donc j'ai eu l'occasion de tester Tiki. C'est quand même vachement plus pratique de pouvoir tout regrouper sur un seul outil, parce que ça change d'avoir, je te dis, 10 millions de tableaux à droite à gauche qui se mettent pas forcément à jour, surtout quand on n'arrive pas forcément à utiliser Excel. Donc je suis bien contente et j'ai hâte que la version complète de Tiki sorte. Avec plaisir, on te tiendra au courant. Alors pour nos auditeurs, quand ce podcast sortira, la version complète sera disponible. Donc je vous invite à aller vous créer un compte et tester l'application sur tiki.io, ti2ki.io. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais c'est vrai qu'on a vraiment créé cette application pour simplifier la vie des freelances et éviter qu'ils aient une multitude d'outils en parallèle. Donc content qu'elle te plaise. Et maintenant, la question de la fin, la question que je pose à tous les invités du podcast. Si tu avais 3 conseils à donner à des gens qui débutent en tant que freelance ou qui souhaitent se lancer en tant que freelance, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors c'est pas la question la plus facile, j'ai essayé d'y réfléchir un peu. Je dirais dans un premier temps qu'il faut savoir être patient et qu'il faut pas baisser les bras, parce qu'au début, le freelance, je pense que c'est pas la voie la plus évidente quand on démarre. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être patient et ouais, vraiment, ce sera mon deuxième conseil, c'est avoir confiance en ses capacités, parce que c'est pas forcément évident. Il faut savoir se vendre, il faut savoir avoir confiance en ce qu'on fait, et si on le fait, c'est parce qu'on aussi on l'aime, donc il faut foncer. Et on va dire que mon troisième conseil, ce serait de savoir organiser son temps. Il faut freelance, souvent on mélange un peu pro et perso, mais il faut vraiment savoir faire une rupture entre son temps pro en freelance et son temps perso. Je pense que c'est vraiment important, et c'est aussi, je pense, la clé de la réussite. Très bon conseil. Ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Marine. Oui, bah, à très bientôt, j'espère. À très bientôt et puis peut-être à une prochaine pour un autre épisode du podcast. Avec plaisir. À bientôt, Maxime. Et pour nos auditeurs, je mettrai le lien de ton portfolio et de ta boutique Etsy dans la description. N'oubliez pas également que vous pouvez vous créer un compte sur tiki-academy.fr pour vous créer un compte et obtenir l'accès à du contenu exclusif autour du podcast. Allez, à très bientôt sur Tiki Academy.